Merci Elisabeth Artaud qui permet la mise en musique de tous les acteurs qui viennent d'être cités et qui conduit cette stratégie du gérontopole vers une prise en compte de la géographie sociale, géographie des mobilités, qui est une approche essentielle à la compréhension de la transition démographique dans sa globalité, qui fait partie un peu des gènes du gérontopole des Pays de la Loire et qui est sûrement le seul gérontopole en France à avoir développé à ce niveau-là cette thématique. Euh, je tiens à remercier Monsieur Roch Brancourt, vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire, qui est également président de la Commission des transports, de la mobilité et des infrastructures, et qui soutient l'axe mobilité au niveau du Conseil régional, qui se distingue par un véritable travail de fond. Je ne pourrais simplement que citer la charte de l'accessibilité universelle, dont je dirais que l'axe d'approche est tout à fait en lien avec le regard que porte le gérontopole vers une inclusion sociale à travers ceux qui ont besoin de spécificité. Et je remercie Monsieur Roch Brancourt d'être parmi nous ce soir. Je voudrais remercier aussi Unicité et Keolis qui se sont associés à ces travaux. Alors aussi, nous espérons à leur promotion. Une mention très particulière à Niels Knack-Ziller qui fait un travail de fond acharné depuis maintenant plusieurs mois sur ce sujet de la mobilité et qui fait non seulement ce travail de terrain et de synthèse, mais aussi un vrai travail de recherche où on ose se poser des questions dérangeantes. Je dirais même à s'intéresser aux questions dont on sait qu'on ne va pas avoir les réponses, parce que souvent c'est là que se nichent en fait des leviers de progrès. Et cette approche originale est une des missions du gérontopole pour aider les acteurs. Je ne vais pas être plus long et laisser la parole à Monsieur Roch Brancourt que une nouvelle fois, je remercie et à travers lui l'implication du Conseil régional sur la thématique du transport et son universalité. Merci Gilles. Merci, monsieur le professeur. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, c'est à mon tour qu'il revient de vous remercier pour votre invitation à introduire de quelques mots cette conférence à laquelle je vous prie par avance de m'excuser de ne pas pouvoir participer dans son entièreté, mais je suis accompagné d'autres personnes du Conseil régional qui travaillent sur les questions des mobilités qui pourront suivre vos échanges et vos contributions. Moi, je voudrais saluer également, pour ma part, le travail qui est engagé par le Gérontopole. Je dois dire que c'est une institution que je découvre, que j'ai découvert à la faveur des échanges que nous avons eus et des contributions que vous avez pu apporter à la réflexion sur la question des mobilités dans ce cadre de la transition démographique. Et d'ailleurs, je voudrais vous remercier, Monsieur Beru, d'avoir parlé de géographie tout à l'heure dans votre introduction, car c'est une des responsabilités du Conseil régional, de la collectivité régionale, que de travailler sur l'aménagement du territoire et d'intégrer toutes les dimensions, toutes les dynamiques à l'œuvre sur notre territoire, et notamment celle de la transition démographique, pour réfléchir et œuvrer à l'aménagement de notre territoire, anticiper les évolutions qui doivent l'être sur notre territoire. Alors bien sûr, la question des déplacements, des mobilités, de l'accès aux modes de transport divers et variés qui existent ou qui existeront sur notre territoire régional, c'est une question très importante. Et nous sommes en train, au Conseil régional, de mettre la dernière main à une stratégie régionale de la mobilité qui vise à servir de feuille de route
pour la collectivité, pour les différentes collectivités de notre territoire, pour les 10 années qui viennent, dans un premier temps, mais avec aussi des réflexions sur une perspective un peu plus lointaine à horizon 2050. Pour être précis, ce sont des choses dont j'ai pu échanger, notamment avec votre président, ainsi qu'avec Monsieur Knabziller, qui est et Madame Artaud, ainsi que votre directrice, qui avait travaillé sur ces questions-là. Cette stratégie pour la région, elle consiste à se poser la question de la manière dont nous devons, dans notre région, faire évoluer les offres de transport dans les prochaines années. Bien entendu, une des préoccupations que nous avons, c'est de bien déterminer comment nous allons pouvoir à la fois, d'une part, augmenter l'offre de transport alternative à la voiture individuelle, mais aussi nous assurer que cette offre de transport, elle ne se tourne pas uniquement vers les territoires les plus densément peuplés et les populations qui ont le plus facilement accès à ces modes de transport, mais que ce soit une offre de transport qui s'adresse vraiment à l'entièreté de notre population et à l'ensemble de nos territoires. Et donc, ça concerne à la fois les modes de transport de masse, de type TER, lignes de trains régionaux, mais également les transports solidaires, les transports à la demande, les lignes de bus en milieu rural. Et toute cette évolution de notre réseau de transport, pour pouvoir bien la concevoir et bien la faire évoluer dans la durée, nous avons besoin de nous appuyer sur des acteurs qui connaissent bien le territoire et qui connaissent bien aussi les problématiques des populations que nous voulons toucher. Et c'est tout l'intérêt du partenariat qui existe entre la région et le Gérontopole, c'est de pouvoir nous appuyer sur votre connaissance des besoins de notre population, sur votre capacité aussi à bien nous conseiller sur ces besoins et sur leur prise en compte. C'est vraiment tout l'intérêt de ce partenariat. Je me réjouis que vous puissiez être prochainement signataire de la charte sur l'accessibilité universelle des transports régionaux que nous avons élaborée et pour laquelle nous vous avons sollicité. Mais l'intérêt pour nous, c'est surtout que vous puissiez diffuser dans votre réseau d'acteurs et de contributeurs toutes les questions que nous nous posons, mais aussi les initiatives que nous prenons, car nous avons véritablement besoin d'avoir des personnes qui nous alimentent et puissent nous orienter, nous guider, mais aussi relayer les initiatives que nous prenons. Et c'est vraiment le sens de ce partenariat sur lequel nous comptons avec vous. J'aurai énormément de choses à dire par rapport à notre ambition sur le développement des transports, mais je crois que si j'avais 2 messages à vous passer et que je souhaiterais que vous puissiez retenir et puis sur lesquels vous pourrez travailler, c'est que d'une part, notre collectivité régionale a travaillé durement pour pouvoir, dans les années qui viennent, fortement développer les solutions de transport alternatives à la voiture individuelle. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est le premier message. Et puis le deuxième message, c'est que nous savons qu'il y a des efforts à faire pour que ces modes de transport collectifs, qu'ils soient par autocar, par train, par voiture partagée, type transport à la demande et autres, nous savons que ces modes de transport ont besoin d'être beaucoup plus accessibles, beaucoup plus faciles d'accès et qu'ils soient organisés pour mieux répondre aux besoins de notre population. Aujourd'hui, ils sont beaucoup organisés autour des heures de pointe, si je puis dire, de la journée, le matin, le midi, le soir. Et notre ambition, c'est plutôt d'organiser des transports qui répondent aux besoins de la population tout au long de la journée. Voilà. Donc, ce sont les grandes orientations qui sont les nôtres. Bien entendu, ça nécessite un travail au plus proche du terrain avec l'ensemble des catégories de notre population régionale, de nos habitants. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le partenariat avec le Gérontopole pour y travailler dans la durée afin d'améliorer sensiblement ce service qui est très important pour nos concitoyens. Merci beaucoup de votre écoute et je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup.
Niels, je vais donc te laisser la parole. Vous savez que c'est un exercice compliqué de faire une présentation telle que celle-ci sans avoir de retour du public. Donc, c'est malheureusement ce à quoi nous contraint la visioconférence, mais c'est aussi ce qui permet à un plus grand nombre d'entre vous d'y participer. Donc, voilà, il y a toujours des inconvénients et des avantages. Néanmoins, voilà, c'est un exercice qui n'est pas facile que de présenter ces données sans avoir votre retour. Je crois avoir vu qu'il y avait déjà plusieurs questions pour savoir s'il y aurait accès au PowerPoint. Oui, vous aurez accès au PowerPoint et vous aurez aussi accès finalement à la conférence elle-même, puisque cette conférence est enregistrée et lorsque nous vous renverrons un mail, vous aurez aussi le lien vers l'enregistrement. Voilà, à toi Niels de jouer. Merci beaucoup Elisabeth, merci à M. Roquebrancourt et Gilles Berru pour leur introduction. Cette conférence va se dérouler donc en 4 parties à partir de maintenant. D'abord, on va présenter très rapidement le cadre de l'étude menée en 2020, axé sur un des trois rapports que nous avons publiés qui s'appelle Une offre publique inégale. Ensuite, enchaîné avec une table ronde avec comme présent Madame Violaine Allais de la région, du Conseil régional des Pays de la Loire, Carolina Rojas Leroy, je ne sais pas trop comment on prononce pour Unicité, et Éric Charéron de Keolis. Puis à la fin de cette table ronde, on essaiera de répondre à toutes vos questions. Alors, donc, pour la présentation de l'étude, donc c'est une étude qui a été réalisée l'année dernière, publiée en novembre 2020. Elle est axée autour des solutions de mobilité. Donc, pour bien s'entendre déjà sur le sujet, on est sur la mobilité des personnes âgées, donc la mobilité utilitaire, c'est-à-dire que nous avons enlevé de notre travail tout ce qui est vacances, entre guillemets, tout ce qui est mobilité pour elle-même, se promener, faire du vélo, des balades à vélo, et tout ce qui est évidemment mobilité résidentielle. Voilà, on est vraiment sur la mobilité pour se déplacer pour quelque chose. Et pour définir notre population cible, on a pris la question de la retraite, puisqu'à partir du début de la retraite s'arrêtent les déplacements domicile-travail qui ont une part importante dans les déplacements des actifs. Nous avons travaillé donc la question de l'offre plus que la question des besoins pour des raisons de crise sanitaire. C'était tout simplement le sujet le plus simple, puisque les besoins, on a besoin justement d'avoir recours et d'avoir accès aux personnes, et ce n'était pas forcément le plus simple l'année dernière. Cette étude repose sur un travail donc quantitatif de recensement, un travail statistique, un travail cartographique que vous pourrez voir ensuite, et un travail qualitatif. Donc, je réitère les remerciements d'Elisabeth Artaud pour les acteurs et actrices que nous avons rencontrés et qui nous ont permis de mieux comprendre les enjeux de la mobilité des aînés. Donc sur cette page, vous avez également donc, le lien pour les études, le lien des études sur notre site internet et le lien pour la première conférence qui, elle, traite de l'ensemble de notre étude. Alors qu'ici, on va s'attarder surtout à l'offre de transport. Quelques petits éléments de cadrage pour commencer sur la mobilité des personnes âgées. Donc avec l'âge, le nombre de déplacements diminue. Puisque, comme je l'ai dit, les déplacements domicile-travail s'arrêtent. Cela ne signifie pas forcément, en tout cas, surtout dans un premier temps, que le nombre de déplacements hors domicile-travail diminue. Il a même plutôt tendance à augmenter dans un premier temps, puis il diminue. On a un raccourcissement de la distance des trajets, également lié à l'arrêt des déplacements domicile-travail, puisque on peut travailler à 40-50 minutes de chez soi, rarement faire ses courses à 40-50 minutes de chez soi. Les motifs principaux de déplacement des personnes âgées, pour les 3/4, ce sont les courses, alors que ce soit les courses alimentaires ou d'autres achats, et les loisirs.
Il ne faut pas penser que le premier des déplacements, c'est pour raison médicale. Ça peut arriver d'avoir cette vue de l'esprit, mais évidemment, les courses et les loisirs sont très importants. Les modes de transport les plus utilisés sont la voiture individuelle, hein, en très très grande majorité, et en second plan vient la marche à pied, mais dans une moindre mesure. Enfin, quelques facteurs ayant des conséquences sur la mobilité, le fait de vivre seul réduit sa mobilité, le niveau de vie, donc les ressources que l'on a à sa disposition favorisent, quand on en a plus que d'autres, la mobilité, la proximité des services et la desserte par les transports en commun favorisent également le nombre de déplacements et limite l'immobilité. Voilà, donc pour vous parler maintenant, on va vous présenter l'étude, enfin une partie de notre étude mobilité 2020 qui portait sur l'offre de public de transport, donc qui est inégale dans les Pays de la Loire. Et on va travailler la question du transport en commun, celle ensuite du transport à la demande, pour à la fin mixer les deux et obtenir une carte de synthèse qui va vous présenter 3 modèles départementaux. Alors, commençons par le transport en commun. Pour analyser le transport en commun, nous sommes partis de 2 critères, donc pour définir ce qui était une très bonne couverture ou une très faible couverture. Ces 2 critères sont le nombre de passages dans la journée et surtout la disponibilité dans des créneaux horaires des passages de transport en commun, donc à la fois bus, tramway, car, train, etc., tout ce qui est transport en commun. Et le deuxième critère, c'est le maillage des arrêts, à savoir la capacité qu'a le réseau de transport en commun de mailler bien l'ensemble des quartiers d'une même commune. À partir de cela, bon, ce qu'on remarque, c'est pas forcément une très très grande surprise, c'est que la bonne couverture des transports en commun est corrélée à la densité de population. Donc c'est ce que nous montre le graphique de gauche, à savoir, donc on a les types de territoires en abscisse et en ordonnée la densité de population de ces différentes zones. Donc ce qu'on remarque, c'est que forcément, plus la zone est densément peuplée, plus le réseau de transport en commun est important et permet une desserte importante. Cependant, ce qu'on remarque également, qui sont en petits points rouges sur la carte, c'est que la question des petites villes, elle déroge un petit peu à ce caractère-là, puisqu'on n'a pas forcément dans les petites villes, qui sont donc des territoires denses, même si ce ne sont pas les plus grandes villes, ça reste des territoires denses, on a de fortes disparités en fonction des petites villes. On a des petites villes où il y a très peu de transports en commun, ou qui passent seulement, comme l'a dit Roquebrancourt, le matin, le midi et le soir. Et d'autres petites villes qui s'en sortent un peu mieux, mais on pourrait dire justement que celles qui s'en sortent un peu mieux, ça devrait être plus ou moins la norme, et que les autres sont un petit peu des particularités qui viennent briser cette idée qu'il n'y a que la densité qui explique la couverture en transport en commun. Si maintenant on s'attarde sur les transports à la demande en Pays de la Loire, alors bon, tout le territoire n'est pas couvert, et c'est le cas aussi pour les transports en commun. Mais ceci dit, là, on a une diversité bien plus importante. C'est-à-dire que la logique qui serait liée à des caractéristiques territoriales ne tient plus. Donc, on a des services très différents. Alors, j'espère que tout le monde arrive à peu près à lire la légende de la cartographie. Au pire, de toute façon, vous pourrez la retrouver dans le diaporama. Mais donc, de la même manière, donc en vert très foncé, on a des services disponibles du lundi au vendredi, sans heures de passage préfixées, qui permettent de rejoindre soit un pôle local, soit des transports en commun. Donc un service de rabattement. Des services, alors on a le même fonctionnement justement sur les services de rabattement en vert clair, donc qui nous permettent cette fois-ci de rejoindre seulement des transports en commun, mais sous les mêmes modalités que le vert foncé. En jaune, on a des services qui ne fonctionnent qu'à certains horaires ou certains jours de la semaine. Autrement dit, vous pouvez le prendre, utiliser le transport à la demande le lundi matin, vendredi après-midi, jeudi matin et mercredi toute la journée. Ce qui, quand même, rend le service bien moins présent que les 2 autres présentés au-dessus. Et le dernier, c'est un service qui est réservé soit à certains motifs, soit à certaines catégories de population, donc on trouve plutôt en Vendée. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que sur cette carte qui nous montre un petit peu
les différents TAD des personnes, des différents TAD sur les territoires, pardon, c'est que la Mayenne et la Loire-Atlantique sont relativement bien couvertes, donc l'ensemble en dehors de Nantes Métropole est couvert, mais par des services non permanents, comme je vous l'expliquais, qui ne sont pas disponibles toute la semaine. En Maine-et-Loire, on a une grosse disparité entre certains territoires, où on a donc des TAD qui sont très très présents en vert foncé, dans certaines parties des Mauges, du Saumurois, du Baugeois, du Segrien, etc. Et d'autres territoires où il n'y en a pas du tout. Enfin, alors, en Vendée, on en a très peu, et en Sarthe, très très peu, et en Vendée, comme je vous l'avais expliqué, on a pas mal de TAD assez restrictifs. Et donc, ces différences-là dessinent forcément des inégalités importantes d'accès à la mobilité, surtout dans les territoires ruraux, puisqu'on l'a dit, les transports en commun sont relativement présents dans les territoires urbains. La question du coût, pareil, c'est aussi une question d'accès aux transports en commun qui forcément est très importante. Donc, pour faire la carte que vous voyez sur la droite, on a pris en compte tout ce qui était tarif réduit ou les tarifs intégrés dans un abonnement de transport urbain qui vous donne aussi accès au transport à la demande. Donc nous, on s'est posé la question, finalement, est-ce que le transport à la demande peut être un mode de déplacement occasionnel ou régulier? Pour ça, on a pris le coût par mois de quelqu'un qui voudrait faire 4 allers-retours par semaine en transport à la demande. Ce qui fait une grosse différence, c'est l'existence ou non d'un abonnement, puisque l'usage des tickets, au prix des tickets, peut faire monter les prix relativement haut, comme on va le voir. Donc tous ceux qui ont un abonnement, l'abonnement ne monte jamais au-dessus de 50 €. Et donc ce sont les parties les plus claires de la carte, pareil en Maine-et-Loire, sur l'agglomération, alors Alençon, qui est au nord de la Sarthe, autour de Laval et La Roche-sur-Yon, en Mayenne et en Vendée. En revanche, à partir du moment où on est sur des tarifs au-dessus de 50 €, c'est toujours des tarifs qui fonctionnent par ticket. Donc on a en Mayenne 57,60 €, ce qui commence à être un peu au-dessus, mais pas encore de manière très différente par rapport à un abonnement. En Loire-Atlantique, on commence à atteindre des niveaux assez importants, hein, puisque le Lila, la demande, si on voulait l'utiliser 4 fois par semaine, ça nous reviendrait à 75,60 € par mois, ce qui commence à rendre le transport un peu moins accessible. Et le plus cher, c'est Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où on atteint 108 € par mois. Donc là, clairement, on n'est pas sur un usage potentiellement régulier de la part des personnes. Alors, toutes ces cartes, on les a mixées à l'aide d'une matrice qui prend en compte donc à la fois l'accessibilité du TAD par le coût et ensuite la disponibilité des transports en commun et des transports à la demande. Donc, comme on l'a dit, par les transports en commun, les agglomérations sont très bien desservies, donc elles font partie de celles qui ont le meilleur niveau de couverture. Ensuite, on a 3 modèles départementaux qui émergent. Un modèle en Sarthe et en Vendée, où on a très peu de TAD, TAD très restrictif en Vendée, et une faible couverture en transport en commun des espaces ruraux. Et c'est même le cas des petites villes en Vendée. Plusieurs explications à cela. Alors en Vendée, on a aussi un problème qui n'apparaît pas sur les cartes avant, pour vous expliquer un petit peu le détail. On a un problème en Vendée d'étalement urbain, qui fait qu'on a une répartition des arrêts de transport en commun qui laisse souvent pas mal de personnes relativement éloignées des arrêts de transport en commun. Et en Mayenne et en Sarthe, on a pas mal de problématiques qui sont plutôt liées à l'absence de transport en commun. Alors, un modèle ensuite sur la Mayenne et la Loire-Atlantique. Donc, pareil, donc sur ces territoires, les agglomérations principales sont très bien desservies par les transports en commun, donc que ce soit Laval, même la commune de Mayenne, et en Loire-Atlantique, la région autour de Saint-Nazaire et de Nantes. Et en dehors de ces territoires, on a certains territoires qui sont plutôt relativement bien desservis par des cars de Allez-Hop, qui apparaissent donc en jaune sur la carte. Et pour ce qui est des territoires en orange, on est sur des territoires où on a seulement le TAD, mais comme je vous l'ai présenté avant, on a un TAD peu qualitatif qui est présent moins régulièrement, enfin en tout cas
pas régulièrement dans certaines journées et qui peut être en plus relativement cher en Loire-Atlantique et un peu moins cher en Mayenne, mais relativement cher aussi pour un service qui n'est pas présent tous les jours. Enfin, dernier modèle, entre guillemets, celui du Maine-et-Loire, où là, on a un modèle très inégalitaire, finalement. C'est-à-dire que les agglomérations sont bien desservies, et ensuite, on a des territoires ruraux, je pense aux Noyentais, aux Baugeois, donc, qui sont très denses, qui sont très bien desservis grâce à des transports à la demande, comme je vous l'ai présenté précédemment, qui sont disponibles tous les jours de la semaine, entre guillemets, et sans horaire précis, ce qui permet forcément d'avoir un déplacement relativement simple, surtout qu'on est sur des abonnements, et donc qui permettent aussi d'utiliser de manière régulière ces transports en commun. Et juste à côté, sur des territoires limitrophes, entre guillemets, on a des territoires où on n'a aucun service. Pas de transport en commun, pas de transport à la demande, rien. Donc, c'est un modèle assez surprenant. On peut penser, alors, parfois ce sont des services où on a des cars qui viennent seulement sur les heures de pointe. L'inverse des heures creuses, ce sont les heures de pointe, comme l'a expliqué Roch Brancourt, ou tout simplement rien. Ça peut arriver. Et donc la question que ça pose, nous, en tout cas au sein du Gérontopole, c'est que depuis que la région a récupéré la compétence mobilité, transport, qui était avant au conseil départementaux, quelle harmonisation future on peut imaginer. Enfin, pour expliquer un petit peu aussi dans les détails les chiffres de ces cartes, ce qui nous a intéressé, c'est de se dire, bon, sur la carte précédente, donc je vais vous la remontrer, on a quand même l'impression qu'il y a beaucoup de territoires qui sont dans des niveaux de couverture faibles, très faibles, et que ça pose question. Pour relativiser un petit peu ces chiffres, on a calculé le nombre de personnes âgées qui étaient contenues dans chacune des zones. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que 60% des personnes âgées, donc de plus de 65 ans, ont un service soit très élevé, soit élevé, c'est-à-dire qu'ils ont, grosso modo, alors très élevé, c'est qu'on est dans des choses équivalentes à Angers, à Nantes, etc., parce que, c'est ce qui est écrit, les aînés, les personnes âgées de plus de 65 ans vivent majoritairement en ville. Donc, ce qui explique que même si sur la carte, on a des espaces qui sont relativement petits à être en catégorie très élevée, finalement, ça représente quand même un grand nombre de personnes. Sans forcément, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse en disant que tout va bien. On est quand même sur les territoires, on est sur des couvertures très faibles, à 16%. Et si on rajoute les faibles et les très faibles et qu'on les associe, ça fait à peu près une personne sur 4, ce qui n'est pas négligeable non plus. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi ensuite, et ce qui va permettre de lancer un petit peu la table ronde aussi, c'est de se dire, bon, si j'ai au moins 42 personnes qui ont un niveau de transport en commun et de transport à la demande, en tout cas de transport public, qui est très élevé, comment se fait-il que la part modale des déplacements des personnes âgées n'atteint pas les 10%? Oui, tout à fait. Je vois que tout le monde est là, donc ça me rassure déjà dans un premier temps. Alors, si c'est moi qui organise, je vais demander peut-être à Violaine en premier, que vous n'ayez pas... Bonjour, merci beaucoup, merci pour votre invitation. Donc, Violaine Allais, je suis directrice de projet planification territoriale à la région des Pays de la Loire. Et je travaille avec notre vice-président Roch Brancourt qui a introduit la conférence sur la question complexe et globale des mobilités dans un effort de synthétisation, de synthèse, puisque nous sommes en train donc d'élaborer la stratégie régionale des mobilités sur laquelle on aura l'occasion d'échanger lors de cette table ronde. Alors, Carolina, alors j'ai fait de l'espagnol normalement, donc il me semble que ça se dit Rojas, le roi. Alors le roi, normalement c'est français, mais si, c'est comme ça fait plaisir.
On peut y aller, Rojas, tout marche. Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Carolina Rojas-Leroy. Je suis coordinatrice d'équipe et de projet au sein de l'association Unicité. Je suis sur l'antenne de Nantes. Voilà. Monsieur Charéron. Bonjour à toutes et à tous. Éric Charéron, donc je m'occupe de la prospective au sein d'un groupe de mobilité, Kelis, à la fois prospective mode de vie et mobilité dans les territoires. Très bien. Alors, je vais juste vous poser une première question rapide, puisque c'était la conclusion un petit peu de notre première, de mon intervention. À votre avis, pourquoi les personnes âgées utilisent aussi peu les transports en commun? C'est une longue histoire, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a, même dans les parties, j'ai bien compris, hein, c'est-à-dire pour les 42% qui habiteraient dans les Pays de Loire, dans les endroits où il y a une bonne desserte. Alors, pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois que globalement, les opérateurs de mobilité n'étaient pas câblés au départ pour s'occuper des gens qui sortaient un peu des cadres. Et le cadre prioritaire quand on s'occupe de la mobilité, historiquement, c'est effectivement les domiciles travail, les domiciles études, et puis le traitement un peu des heures de pointe et le dimensionnement des flux. Donc globalement, il y a un peu une réponse à côté. Et puis deuxièmement, c'est que dans les réponses universelles, pour séduire les gens qui, justement, sont un peu en dehors de la pointe, ben, il faut arriver à avoir des choses qui sont simples et lisibles. C'est-à-dire que la simplicité et la lisibilité des tarifs, des itinéraires, des horaires, on ne les a pas partout. Alors, les lignes de tramway à Angers, comme à Nantes ou au Mans, apportent une lisibilité, une simplicité, parce que ça se comprend tout de suite. Mais dès qu'on sort un peu de ces itinéraires-là, ça devient difficile. La permanence d'attractivité, on doit pouvoir compter dessus, quelle que soit l'heure à laquelle je me déplace. On n'a pas toujours rendez-vous avec ça. Et puis, il y a un gros manquement. Et les études nous montrent bien, c'est quand même la notion de confort. C'est-à-dire que le confort des stations, l'attente, parce que c'était délégué à d'autres personnes, c'est souvent des objets publicitaires, hein, le confort à bord des véhicules et le confort des cheminements piétons, qui est quand même le côté universel, la marche, puisqu'en fait, elle permet à la fois de se déplacer, mais aussi de relier en amont ou en aval des stations de transport public. Et puis, alors là, vraiment, on l'a pris un peu comme une douche froide, on nous dit qu'il y a un manque d'écoute, de bienveillance, d'empathie, de la part, on va dire globalement, alors soit des conducteurs et des conductrices, parce qui ne voient pas nécessairement qu'une personne retraitée est fatiguée, parce que ça ne se voit pas. Je veux dire, donc, c'est compliqué à comprendre, donc il y a un peu ce manque d'attention-là, sur lequel il faudra beaucoup travailler. Et puis parce qu'il y a aussi des barrières du digital. Il faut savoir qu'aujourd'hui, trop souvent, on pense à appliquer des solutions pour tout le monde en oubliant qu'il faut s'adresser à des gens qui sont excessivement diversifiés. J'étais un peu long dans ma réponse, mais ça fait beaucoup d'éléments qui pourraient expliquer en partie, enfin nous, c'est ce qu'on a vu dans les différentes enquêtes qu'on a menées, les freins plus ou moins importants, en tout cas, qui empêchent un certain nombre de personnes d'aller dans les transports publics. Et dernier point, sans oublier, très important, je ne reviendrai pas après de toute façon, c'est qu'on est dans des gens qui ont une culture voiture. C'est-à-dire que même si je suis né en 1960, hein, il a fallu que j'attende 28 ans pour voir le nouveau tramway arriver à Nantes. Il a fallu que j'attende pratiquement 40 ans pour le voir arriver à Angers. Donc je suis d'une culture qui n'est pas forcément, selon les générations, transport public. Et si vous prenez par exemple le cas des veuves, une partie d'entre elles peuvent avoir le permis de conduire, mais d'une génération voiture où c'était plutôt l'homme qui conduisait et qui se retrouve par exemple avec les clés de la voiture sans pouvoir la conduire, et qui n'ont pas les clés pour comprendre l'organisation des transports publics, parce que la mobilité, c'est compliqué. Comprendre des territoires et comprendre une organisation de mobilité, c'est excessivement compliqué. Je pense que la réponse était très complète. On n'a pas forcément d'autres choses à ajouter. On ne vous entend pas, Nils. Votre micro, oui. Ah non, excusez-moi. Erreur de débutant sur une visio.
Oui, juste, Monsieur Charayon, pour les prochaines réponses, puisqu'on a quelques-unes, essayez d'être un peu plus court. Et bon, ça vaut aussi pour vous deux, mesdames, mais bon, pour l'instant, vous êtes plutôt bien. Donc, j'aimerais vous demander la même chose, votre avis, si vous avez des choses à rajouter. Alors, je pense qu'effectivement, il y a une question d'information, de lisibilité de l'information qui vient se rajouter sur des habitudes, hein, comme Monsieur Charayon l'expliquait, des pratiques finalement que l'on ne réinterroge pas. Alors qu'on sait très bien que l'usage de la voiture individuelle comporte aussi des risques, représente un coût qui est largement plus important que le coût que l'usager paie pour le transport collectif, représente évidemment des nuisances, des pollutions, enfin voilà, tout un ensemble finalement d'impacts qui au niveau de la société comme au niveau de l'environnement représente voilà, des dommages et un impact considérable. Je pense que c'est une responsabilité collective en fait, et puis peut-être une prise de conscience qui commence à émerger de façon beaucoup plus forte et qui nous incite chacun, quel que soit notre âge, quel que soit finalement notre condition de salarié, de retraité ou d'étudiant, à considérer une alternative à la voiture individuelle. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'efforts, que ce soit des collectivités, des entreprises transporteurs, des opérateurs, pour s'adapter à ces différents publics et augmenter en fait l'offre pour qu'elle soit effectivement beaucoup plus utilisée et que ça devienne un automatisme que de ne pas prendre sa voiture. Je ne vais pas beaucoup forcément rajouter, hein, tout a été dit, et d'autant plus que la visibilité que je peux avoir, elle est principalement sur Nantes et sur les personnes que les volontaires peuvent accompagner. Mais c'est vrai que ce qui revient souvent dans les freins en fait, des personnes à prendre les transports en commun, c'est déjà sortir de chez soi. En fait, quand il y a un isolement qui est fort, enfin, il y a cette habitude, en fait, la crainte de sortir. Il y a le fait de sortir seul aussi qui ne donne pas forcément envie. Bon, la crainte, ça a été évoqué, hein, la non-écoute des chauffeurs, la rapidité des départs, la peur de la chute, ou même au niveau pour glisser, enfin, la peur de glisser au niveau des transports. Après, c'est la météo. Enfin, il y a vraiment plein de freins, à la fois psychologiques, mais aussi donc, du coup, liés au territoire, en fait, directement. Même si Nantes est très bien desservie, parfois 500 mètres, c'est une épreuve en fait pour certaines personnes pour aller prendre les transports en commun. Merci à Madame Rojas-Leroy. Je vais continuer avec vous. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la démarche d'unicité sur ce sujet donc, à Nantes, puisque c'est là que vous le faites? Oui. Donc, peut-être avant d'expliquer directement le programme Voyageurs, je vais peut-être juste resituer en fait notre accompagnement. Donc, Unicité, c'est une association qui s'occupe de volontaires en service civique. Donc, le service civique, on est sur l'engagement volontaire, hein, au service de l'intérêt général pour des jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans, pour ceux qui sont en situation de handicap. Et donc, c'est un volontariat qui est accessible à tout jeune, en fait, qui le désire. On est sur un recrutement qui n'est pas du tout basé sur leur diplôme, hein, ni leurs compétences, mais bien sur leur motivation et leur volonté à donner de leur temps. Donc, Unicité, nous, on les accompagne en groupe parce qu'on vise vraiment la mixité sociale, la mixité d'expérience, pour qu'ils apprennent à rencontrer l'autre, casser des clichés. Et ça marche aussi bien entre les volontaires, mais aussi avec les différents types de publics qu'ils vont pouvoir rencontrer. Donc là, le programme Voyageurs dont je m'occupe, on est vraiment sur les publics seniors, mais il peut y avoir... on est vraiment sur des missions solidaires, hein, donc on est sur des personnes précaires, des réfugiés, des personnes en situation de handicap, hein, c'est assez varié.
Pour ce qui est du programme Voyageurs, en fait, il vient d'un autre programme qui s'appelle Intergénéreux et qui s'est basé en fait sur un constat que une personne sur 5 en fait a plus de 65 ans aujourd'hui en France, une personne sur 10 a plus de 75 ans, et l'évolution en fait de la cellule sociale, de la cellule familiale, pardon, a causé un accroissement en fait de l'isolement de ces personnes, donc aussi bien physique que social. Et donc pour apporter cette solution en fait à l'isolement, il y a donc cette solution de solidarité intergénérationnelle. Donc sur ce programme, on a différents axes, le bien-être et l'autonomie, avec le bien vivre ensemble, le bien vivre chez soi, dans le monde d'aujourd'hui, dans sa ville. Et donc, c'est sur le bien vivre dans sa ville que le programme Voyageurs est né, pour vraiment développer la mobilité des personnes âgées dans leur ville, faciliter l'accès aux services et aux activités. Donc, on va utiliser le lien social, le loisir, en fait, l'excuse d'aller prendre l'air, pour permettre aux personnes de revoir du monde, de reprendre le goût en fait à sortir, et donc prendre les transports en commun pour que ça leur serve aussi bien pour aller chez le médecin. La première chose auquel on pense pour les seniors, mais en fait aussi tout simplement aller voir leurs amis, leur famille, ou même se rapprocher en fait des services de proximité ou des associations de quartier qui sont pas très loin, mais qui vont nécessiter un arrêt de bus, des trajets courts. Voilà, je ne sais pas si vous voulez que je développe un peu plus ou si je développe plus tard. On ne vous entend pas. Décidément. Moi, j'aimerais bien savoir le profil aussi des personnes que vous avez accompagnées. Comment ça s'est passé pour vous aussi, pour les recruter, enfin les recruter, c'est pas les recruter, mais en tout cas les identifier. Pour les seniors ? Oui, pour les seniors. Ouais. En fait, donc déjà sur ces programmes-là, on marche sur du multi-partenariat. Donc à la fois, on est sur des partenaires, pour la construction du programme, mais aussi financier, mais aussi sur de l'action. Donc il y en aurait peut-être un peu trop, mais bon, on a déjà le conseil départemental, régional, la CARSAT, le CCAS, la ville de Nantes, Nantes Métropole Habitat, enfin des bailleurs sociaux. Donc voilà, il y en a énormément. Et en fait, des associations aussi comme l'Orpan. Et on va vraiment se baser sur ces acteurs-là, les acteurs du territoire, pour permettre de communiquer. Donc là, on va être sur, je pense à des adhérents de l'Orpan, en fait, qui vont repérer des personnes qui auraient besoin d'un accompagnement supplémentaire, en fait, aux activités qu'ils peuvent proposer. Sur les bailleurs sociaux, on a les conseillères sociales aussi, qui vont repérer des personnes isolées. On fonctionne aussi sur le bouche à oreille. Les volontaires peuvent aller faire de l'affichage dans des endroits comme les pharmacies, les supermarchés, enfin des endroits où, si c'est pas le senior directement qui va voir en fait ce programme-là, ça va être le voisin, l'enfant, plein de gens. On a aussi, on passe par Malakoff Humanis aussi, qui est un de nos partenaires, qui va envoyer des courriers aussi à leurs adhérents. Donc, en fait, on multiplie finalement la communication pour trouver ces personnes-là. Et c'est intéressant, rien que cette année, en fait, on a une dame qui a eu la lettre en fait, de Malakoff Humanis et qui rencontrait des amis. Et en fait, tout de suite, c'était « Ah, c'est génial !» je vais en parler à telle personne. Et donc, les volontaires ont pris les numéros et ensuite, on s'assure pour faire le lien. Merci pour ce retour d'expérience. Peut-être, monsieur Charéron, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, sur l'intérêt d'un accompagnement des personnes dans leur mobilité. Alors, accompagnement, ou en tout cas, comme le disait aussi tout à l'heure Madame Allais, c'est-à-dire comment donner l'habitude à des gens et avant que ce soit trop tard, c'est-à-dire avant qu'il y ait enfermement, c'est-à-dire qu'il faut travailler un peu les deux aspects. Il y a les gens dont on découvre qu'ils sont
petit à petit sont en situation de déprise, c'est-à-dire qu'on lâche prise parce que c'est compliqué. Alors on commence à plus déplacer le soir parce qu'on n'y voit pas très bien avec l'éclairage et on a peur de tomber sur des racines d'arbres qui déforment les trottoirs. On va renoncer à aller à l'autre bout de la ville parce que c'est compliqué, il y a du monde. On va commencer à renoncer à se déplacer à des moments où il y a des pôles d'échange, où il y a des sorties de lycée, etc. Donc là, effectivement, il y a nécessité d'un accompagnement où les nouvelles personnes qui sont veuves pour appréhender ça. Mais il y a en amont, dire comment en amont faire en sorte que les nouveaux retraités, les gens qui sont en pleine forme, ou plus ou moins en tout cas, puissent très naturellement venir vers les transports publics. C'est-à-dire comment à l'occasion, puisque vous avez dit assez justement, vous avez pris l'âge de la retraite. En fait, il ne faut pas associer le transport public ou les mobilités alternatives à la voiture, me semble-t-il, à une fragilité. Il faut l'associer à un changement de mode de vie. C'est-à-dire que c'est dire, voilà, vous avez la possibilité maintenant de vivre différemment, peut-être que vous avez un autre rythme de vie, et les solutions marche, vélo, transport public, voiture partagée, il faut peut-être en profiter maintenant. C'est comme quand on déménage. C'est plus facile de déménager quand on peut encore monter les étages et de déménager dans un immeuble avec ascenseur que de le faire une fois que c'est trop tard et qu'on ne peut plus monter les escaliers à pied. Et c'est un peu pareil pour les transports, on va dire, partagés. Il faut en tout cas travailler sur les deux aspects, à la fois désenclaver les personnes qu'on va trouver aujourd'hui par votre réseau de bénévoles, hein, Madame Roy, Horace Roy, je veux dire, trouver ces personnes-là pour faire en sorte qu'elles ne s'appauvrissent pas et physiquement et intellectuellement, parce que c'est la vie, la mobilité. La mobilité, c'est la vie. Et puis en même temps, faire en sorte que, ben, voilà, que naturellement, qu'il y ait une espèce de flexi-mobilité pour les gens plus jeunes, hein, quand ils arrivent à la retraite, pour que naturellement, ces solutions-là, ben, ils ne les découvrent pas une fois que ça va devenir trop compliqué pour eux de les prendre. Cette notion d'habitude que vous avez développée, Madame Allais, tout à l'heure, en disant ça, oui, je pense qu'elle est essentielle, quoi. De donner ce réflexe. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on cherche à mettre en place. Et je pense que avoir une offre adaptée à tous les publics, y compris en fait au public à mobilité réduite, y compris aux seniors, est important. Et on se rend compte dans nos réflexions sur l'offre globale de transport, de déplacement, qu'en fait, une augmentation de l'offre, en particulier pour les heures creuses, correspond en fait à des besoins de différents types de publics, à la fois des étudiants, à la fois des personnes qui ont des activités récréatives ou associatives, à la fois effectivement des seniors, à la fois des personnes qui télétravaillent et qui cherchent à éviter les heures de pointe. Donc voilà, toute ces nouvelles habitudes et puis ces évolutions en fait de nos comportements de déplacement ou de consommation ont des répercussions effectivement sur nos choix en fait de transport. Il faut que ça s'accompagne, il faut que ça s'anticipe, et pour le coup c'est vraiment le rôle des collectivités et en particulier de la région d'anticiper et puis d'accompagner en fait ces évolutions. Alors, je ne sais pas, je peux peut-être continuer effectivement, oui, parce que M. Brancourt avait lancé quelques premières pistes. Et puis voilà, vous avez alerté sur deux sujets sur lesquels il avait souhaité retenir en fait l'attention des auditeurs sur ce développement en fait de l'offre de transport et puis sur la nécessité d'accompagner et d'être effectivement, comme vous l'avez développé avec l'exemple d'unicité, enfin, dans la proximité des besoins de la population. La stratégie que la région est en train d'élaborer intéresse en fait ces questions et répond en fait très bien, à mon avis, aux questions que vous avez posées, Niels, dans votre présentation. Vous avez montré qu'il y a une grande hétérogénéité en fait sur le territoire régional, qu'on est sur des réseaux qui sont hérités des départements. Effectivement, la région a récupéré en 2017 les lignes interurbaines et a conservé en fait jusqu'à présent cette organisation qui avait déjà été optimisée en fait par les départements dans un certain sens. On est aujourd'hui dans un effort effectivement d'harmonisation et puis d'augmentation de cette offre. Une augmentation qui doit être intermodale, donc ça veut dire organiser aussi des rabattements, faire en sorte que les parcours soient connectés,
et qu'il puisse y avoir assez facilement, finalement, sans trop de rupture de charge, des déplacements continus en utilisant le car, puis le train, ou le vélo à assistance électrique, puis le train. Enfin voilà, plusieurs modes de transport potentiels. On a une grande ambition à 2030, c'est d'augmenter de façon très significative l'offre de transport sur le fer, donc sur le train. On souhaite l'augmenter de plus de 65%. Et dans une logique d'optimisation en fait du réseau pour étaler la desserte tout au long de la journée. Donc, avoir plus de trains chaque heure. Et voilà, l'objectif étant même d'avoir un train par heure par gare dans les deux sens. Donc, c'est quand même une logique assez différente, en fait, de celle qui préexiste et qui va permettre de changer ses habitudes, en fait, même pour des déplacements occasionnels, même pour des week-ends, parce que ça veut dire aussi augmenter de façon très significative l'offre de trains le week-end, et donc de considérer que il est possible, il sera possible de choisir le train plutôt que la voiture et de faire l'aller et le retour. Donc voilà, cette augmentation en fait de la desserte ferroviaire est assez structurante, même si on sait qu'elle ne dessert pas tous les territoires. Et vos cartes le montrent très bien. On a un réseau majeur qui est le réseau ferré. On a des cars, effectivement, interurbains. La région est vaste et sillonne les territoires périurbains et ruraux, mais ne peut pas aller partout, effectivement. Certains territoires sont très bien desservis. Vous l'avez montré sur Baugeois-Vallée. Vous avez montré en TAD l'hétérogénéité. Aujourd'hui, en transport à la demande, toute la Mayenne et la Loire-Atlantique sont couverts, donc très bien. Mais par contre, les autres territoires ont effectivement du retard. Donc, un autre objectif de la région, c'est d'ici 2 ans de couvrir en fait tous les territoires en transport à la demande sur une tranche horaire de 7h à 19h. Et on propose en fait aux collectivités locales qui vont devenir de plus en plus compétentes en fait, parce que la LOM, la loi d'orientation des mobilités, propose aux intercommunalités de prendre cette compétence d'organisation de la mobilité et donc d'être plus acteurs finalement et de proposer et de créer des nouveaux services. Donc la région va accompagner ces intercommunalités pour finalement apporter une aide financière et un soutien complémentaire à ce qui pourra être développé sur le territoire. L'objectif, c'est évidemment de démultiplier les offres en fait, pour que ça puisse servir effectivement aux salariés des zones d'activité périurbaine, tout comme aux retraités ou aux personnes à mobilité réduite. Donc, au-delà de l'offre de transport, on a évoqué tout à l'heure la question de l'attractivité du réseau. Voilà, ce côté peut-être un petit peu aride, pas forcément très lisible, pas facile à comprendre en fait, qu'est aujourd'hui ce réseau de transport. Donc là aussi, il y a un effort effectivement d'harmonisation déjà au niveau des tarifs, effectivement. Ça a été le cas sur la tarification ferroviaire. On est en train de le faire sur les lignes routières. Cette harmonisation doit aussi aller de pair avec une simplification des tarifs, une simplification du système de distribution, de l'émission des titres, et pas forcément en fait dans le tout numérisé. Enfin, c'est aussi un souhait, et d'ailleurs M. Bancourt il tient quand même particulièrement de se rapprocher en fait de l'usager et proposer avec l'aide des collectivités locales des points d'accueil, des maisons de la mobilité, on verra comment on les appelle, mais en tout cas des lieux qui puissent être en fait des lieux d'échange, de conseils, d'accompagnement. Ce que vous avez présenté au niveau d'unicité est significatif en fait, et c'est vrai que c'est possible aujourd'hui dans les métropoles et dans les grandes agglomérations. Dans les espaces ruraux et périurbains moins dotés finalement en termes d'animation, de moyens, on n'a pas forcément en fait cet accompagnement pour aller chercher les personnes isolées et en défaut en quelque sorte peut-être d'autonomie ou en perte d'autonomie.
Donc, on va chercher par ces points de conseil, d'accompagnement, de diffuser l'information, en fait, qu'elle soit la plus lisible, la plus compréhensible possible, et puis diffuser dans les différents réseaux. On a une chance quand même incroyable en Pays de la Loire d'avoir un réseau bénévole, un tissu associatif extrêmement dense par rapport à d'autres régions. Et autant utiliser au maximum en fait cette grande caractéristique des Pays de la Loire en l'entretenant pour justement faire en sorte d'aller au service finalement de plus en plus d'usagers. J'avais été marquée d'ailleurs par votre diagnostic et par justement la tendance démographique qu'évoquait aussi le professeur Beru en introduction. Enfin, on va vers quand même un quart de la population dans les 10 ou 20 prochaines années qui aura plus de 65 ans en Pays de la Loire. Donc c'est une vraie transition et c'est une vraie anticipation qu'on doit prendre tout de suite en fait dans le domaine des mobilités pour être finalement au plus près des besoins. Et je pense que c'est quelque chose qui s'anticipe et se raisonne, se réfléchit à l'échelle de la région parce qu'il y a une question d'organisation, de cohérence et puis d'articulation des services qui est nécessaire. Mais ça doit aussi être raisonné, articulé avec les acteurs locaux, avec le tissu associatif, avec les élus. Et voilà, bon, après, la LOM, effectivement, la loi d'orientation des mobilités nous donne toute une boîte à outils dans laquelle on va aller piocher et qu'on va utiliser en créant d'ailleurs des dispositifs qui n'existent pas forcément aujourd'hui, mais qui ont comme objectif, à mon avis comme but commun, de faciliter et de simplifier en fait la mobilité pour les usagers. Voilà, tout cela, c'est évidemment une question d'aménagement du territoire, comme le rappelait M. Brancourt, une question d'optimisation aussi des moyens publics, et puis de préservation en fait, enfin, voilà, de notre équilibre et de notre santé en fait collective. On pourrait citer en fait beaucoup d'autres exemples parce qu'effectivement dans la stratégie, M. Brancourt l'a évoqué en introduction, on a tout un axe pour augmenter l'autonomie des personnes en situation de handicap ou des personnes à mobilité réduite. On s'est engagé au niveau de la région auprès d'associations représentant les personnes en situation de handicap et auprès du Gérotompo puisqu'il sera signataire de cette charte pour poser en fait des engagements qui vont au-delà finalement de la réglementation. On a un schéma directeur en fait de l'accessibilité, mais on souhaite apporter aussi avec les associations qui connaissent très bien en fait les limites du système actuel, dans des engagements peut-être plus fins en termes de prise en charge, en termes d'accompagnement, de services en gare. Et donc voilà, d'être collectivement plus actif, je ne sais pas, parce qu'on l'est quand même déjà pas mal, mais on se rend compte que ce n'est pas suffisant pour aller au bout de nos obligations réglementaires parfois. Mais en tout cas, voilà, faire en quelque sorte masse pour augmenter cette accessibilité dans les transports, que ce soit ferré ou routier. On ne t'entend pas, Agnès. C'est pas possible. Il se fait toujours piéger. Je vais pas y arriver. Mais j'écoute. Moi, je suis absorbée par nos différents intervenants, donc j'en perds mes moyens. Moi, je voulais peut-être revenir sur Unicité aussi, peut-être avoir un retour d'expérience sur la manière dont, enfin, je sais pas, dont vous avez eu les retours que vous avez eus des personnes âgées qui ont été accompagnées. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit à la fin? Est-ce que ça m'a aidé? Est-ce que vous avez découvert d'autres problématiques que celles que vous avez déjà évoquées? Oui, là, je peux rebondir, c'est vrai, sur deux choses. Bon, alors déjà, en termes d'accompagnement, bon, moi, c'est ma deuxième année, en fait, ma deuxième promotion que j'accompagne. Et l'année dernière, on a vraiment été coupé, enfin, on a eu l'herbe coupée, comme on dit, l'herbe a été coupée sous le pied par le Covid, en plein accompagnement. De manière générale, de toute façon, ce qu'on voit, donc là, les volontaires, ils sont 8 mois avec nous.
donc le temps de les sensibiliser au public et au terrain, et aussi l'accompagnement vers la fin, on est sur un temps d'accompagnement de 6 mois hein, des personnes en moyenne. Et en général, on arrive avec quand même 50% des personnes qui se déplacent, qui prennent les transports un peu plus qu'avant, enfin qui sortent, pardon, 50% des personnes sortent plus, mais on est quand même à échelle nationale sur un 30% des personnes qui prennent plus les transports en commun. Donc on sent qu'il y a quand même une réticence. Néanmoins, on les sent quand même bien plus rassurés. Donc après, voilà, ces chiffres-là, malheureusement, ils ont vraiment été biaisés par les confinements. Bon, maintenant, la peur du virus, hein, enfin de la pandémie et compagnie, donc c'est pas évident. Par contre, c'est vrai l'accompagnement vraiment des binômes de volontaires se veut quand même très, très rassurant, quoi. Le fait qu'ils prennent le temps vraiment d'être à l'écoute, en fait, finalement, des besoins et aussi pour comment dire, diminuer les peurs, en fait, des personnes accompagnées, permet d'avancer au fil du temps à prendre plus les transports. Hein. C'est vrai que là, cette année, malgré les couvre-feux, les confinements, on est là sur une vingtaine de personnes accompagnées. Il y a déjà la moitié qui ont pris au moins une fois avec les volontaires les transports. Hein. Il y en a qui refusent à cause du virus, ou vraiment la pluie et le froid, c'est quelque chose qui les inquiète. Et bon, ils n'ont pas envie de sortir, hein, clairement, donc on ne force pas. Hein. Mais on voit déjà, 50%, là, ils ont commencé à la mi-novembre, donc on n'est même pas à 3 mois en fait, d'accompagnement. On les sent rassurés. On a même des bénéficiaires qui sortent toutes seules. Bon, je dis toutes parce que celles qui sortent, ce sont des femmes. Hein. On est à 80% de femmes pour 20% d'hommes accompagnés. Mais il y a vraiment ils sont plus rassurés, en fait. Il y a une réalité. Hein. Les transports vont vite, il y a beaucoup de gens, ça peut glisser, effectivement. Mais parfois, ils s'accrochent malgré tout à la peur de l'inconnu. Hein. Et une fois qu'ils se rendent compte que ça va, qu'il y a un temps aussi on les rassure sur les bons gestes, de ne pas hésiter à demander le siège. Enfin, c'est des choses vraiment simples, hein, on n'invente rien, mais on voit déjà une évolution. Et je rebondis aussi donc, sur ce que Madame… Ah, pardon, il y a un camion qui passe. Je rebondis sur ce que Madame Allais disait sur les choses à mettre en place donc d'un point de vue régional, mais également local. Là, cette année, en fait, on est en partenariat avec la CEMITAN. Cette année, on est vraiment en train de faire une expérimentation. Donc, ce partenariat, il s'est fait parce que donc, la CEMITAN avec Nantes Métropole, en 2019, on crée un temps de concertation avec les publics concernés pour penser en fait autrement une utilisation du réseau aux personnes qui rencontraient des difficultés à se déplacer. Et donc, il y avait vraiment cette idée d'organiser une découverte du réseau, donc du réseau de la TAN en groupe pour qu'ils regagnent à la fois confiance en eux, mais aussi qu'ils redécouvrent en fait un peu les lignes, donc découvrent ou redécouvrent, parce que certains effectivement n'ont peut-être pas jamais pris le tram ou le bus, quoi. Donc cette année, on a pu mettre ça en place en essayant de réfléchir aux meilleurs, les meilleurs moyens en fait à mettre en place. Hein. Donc une fois par mois, les mercredis matins, il y a les volontaires, donc il y a 12 volontaires sur le programme Voyageurs qui se proposent d'accompagner jusqu'à 12 personnes pour vraiment qu'il y ait du 1 à 1 dans l'accompagnement, d'un point A à un point B. Donc vraiment, les volontaires essayent de trouver des lieux qui donnent envie, mais c'est vraiment, qu'importe la thématique finalement de la balade, c'est vraiment l'excuse on va passer un temps avec des gens, on va être rassuré pour prendre ces transports-là. Et bon, encore une fois, hein, le confinement, le Covid, tout ça fait qu'à la fois c'est difficile de faire sortir les personnes, mais c'est même difficile de communiquer en fait finalement sur ces balades. Parce que en fait nos partenaires, même s'ils jouent vraiment, vraiment le jeu sur la communication, ils ont tous leurs limites et que le contact direct, en fait, ce qui marche le mieux avec nos bénéficiaires, de ce qu'on voit, c'est vraiment le contact direct. Même si on peut faire des contacts téléphoniques,
c'est plus compliqué dans la compréhension. La fracture numérique est quand même assez présente chez les seniors, même si tout senior n'est pas mauvais avec l'ordinateur, loin de là. On sait vraiment que c'est le face-à-face, le contact qui fonctionne, quoi. Donc, on a très peu de personnes qui participent aux balades, mais ça commence à venir, malgré le confinement, malgré en fait, les gens ont peur, toujours, hein, effectivement, de tomber malade, de transport en commun, mais l'envie de voir des gens et de ressortir se fait sentir quand même malgré tout. On a même, donc, je disais hein, que le froid pouvait être un frein. Bon, bah là, on a des bénéficiaires, froid ou pas froid, pluie ou pas pluie, tant pis. Hein, ils viennent et ils sont super contents que les volontaires soient là aussi pour eux, pour passer du temps. Ils sont vraiment en recherche d'échange, en fait, avec les gens. Donc, on voit que ça avance. Vraiment, c'est très doux. En fait, je pense qu'on a une frustration dans la vitesse, en fait, la mise en place de cette expérimentation, mais on reste assez positif parce qu'il faut un temps, de toute façon, de communication, d'intégration, d'envie aussi, tout simplement. Hein. Les gens voient passer une information, se disent « Ah, peut-être un jour hein, », et il faut le temps que ça vienne, mais je pense vraiment que c'est important de continuer en fait à mettre en place des temps comme ça à destination. Alors, l'idée, effectivement, c'est que n'importe qui, jeune, étudiant, senior, salarié, puisse sortir de manière égale, mais c'est important aussi de consacrer un temps vraiment dédié aux seniors, pas que entre seniors, parce qu'ils adorent être avec des jeunes aussi, mais vraiment que ce temps-là, c'est pour eux, quoi. Et on met un focus vraiment sur eux, sur leur bien-être, en fait. Merci. J'ai donc appuyé sur le micro avant de parler. Je progresse. À 18h, à 19h40, je pense que je serai bon. Mais ce sera fini. Monsieur Charéron, peut-être soit sur ce qu'a dit Violaine Allais, soit sur ce que vient de dire Carolina Rojas Leroy. Est-ce que vous souhaitez apporter un complément, réagir? Puis après, on passera peut-être aux questions, parce que je vois que le temps avance. Oui, alors en complément, et peut-être deux, trois éléments, enfin, sur ce qu'a dit d'abord Madame Allais, c'est bien sûr l'universalité des solutions qui est très importante. C'est-à-dire que la lisibilité et la simplicité d'une offre, des tarifs, ça ne concerne pas que des personnes qui avancent en âge. Ça concerne des gens qui ne sont pas à l'aise avec d'un point de vue cognitif, ça correspond à des gens qui arrivent dans une région et qui ne connaissent pas bien comment ça fonctionne. Ça arrive, voilà, de la même manière que la desserte de soirée, ça bénéficie à des gens qui vont terminer tard le soir dans un entrepôt logistique, voilà, comme à des grands-parents qui peuvent revenir d'avoir gardé leurs petits-enfants, comme ça peut arranger des étudiants qui sortent le soir. Ce sont des solutions d'abord universelles. Et même le confort, aujourd'hui, en particulier avec la crise du Covid-19, il y a aujourd'hui, notamment dans les grandes villes, une montée de l'exigence par rapport à la norme de confort. Ben oui, ça veut dire qu'il faut arrêter, qu'il faut valoriser des alternatives qui vont donner, par exemple, alors plutôt dans les réseaux urbains où il y a du choix, où on va mettre un peu plus de temps, mais par contre, on aura la garantie d'être confortable. Et ça arrange plein de personnes et pas simplement des retraités. Et moi, ce qui me frappe autrement dans les plus de 65 ans, on a dit qu'on était en vraie transition démographique, mais en fait, il y a des points qui unissent les gens-là, et puis il y a quand même beaucoup de différences. Et moi, je constate, en tout cas chez les opérateurs, mais pas seulement, c'est que, comme le dit le réseau francophone Ville-Amie des aînés, hein, quand on a plus de 65 ans, alors je dis avec mes mots, il y a plus de temps à vivre que de la crèche à la 8e année de médecine. Donc forcément, on ne peut pas considérer toutes les personnes de la même manière. Moi, je suis frappé quand même par l'aspect générationnel. C'est-à-dire que si j'ai 90 ans, je suis né en 1930. Si je suis né en 1930, j'ai des souvenirs de la Seconde Guerre mondiale. Et si je suis une femme, je n'ai pas le droit de travailler avant 35 ans sans avoir l'autorisation de mon mari, de la même manière pour l'ouverture d'un compte chèque. Si je suis né 10 ans après, en 1940, et si je suis un homme, ma jeunesse, c'était 2 ans de contingent en Algérie. 2 ans où j'ai fait la guerre, alors les événements d'Algérie, mais 2 ans en fait où j'ai été lancé dans la guerre. Mais c'était aussi le début d'un certain mouvement de liberté, musical, etc. Et si je suis né 10 ans après,
Donc, mais si je suis né en 1940, excusez-moi, quand je suis parti à la retraite à 60 ans, le digital, zéro dans les entreprises. Ça n'existait pas. C'est-à-dire que quand je suis parti à la retraite, ça n'existait pas. Si je suis né en 1950, je suis contemporain de 68, ça ne veut pas dire forcément que j'ai fait la révolution, bien évidemment, mais j'étais contemporain d'une génération qui a renversé la table, où la jeunesse a été portée au pinacle. Mais ces gens-là, globalement, ils n'ont pas envie de se sentir comme étant, entre guillemets, des personnes âgées ou des retraités. Et ils ont été une génération phare à un moment, c'était la génération qu'on montrait. Et ils n'ont surtout pas envie d'être considérés comme tels. Et c'est quand même très important, c'était aussi la période, je suis désolé, mais la loi Neuwirth, elle date de cette époque-là, c'est 69, la loi de... Alors bien sûr, la loi, c'était l'interruption, c'était sur la pilule, le moyen contraceptif en vente libre dans les pharmacies, 69. Donc forcément, ces générations-là, elles cohabitent. Et aujourd'hui, quand on a 75 ans, d'accord, quand vous aviez 20 ans, en 65, quels étaient les charts musicaux? Les Rolling Stones, les Beatles, Elvis Presley et les yéyés pour la France. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, enfermer une seule catégorie dans, je dirais un peu abruptement, mais quelquefois comme on fait parmi les cadres et parmi les cadres jeunes en disant, bon, les vieux, ils sont tous pareils. Non, cette différence générationnelle elle est importante, d'autant plus qu'on a affaire globalement à des gens qui, je dis bien, à une grande majorité d'entre eux, qui n'ont pas envie de se voir comme tels. Globalement, dans l'étude qu'on a fait avec le magazine Notre Temps, les gens de 75 ans se perçoivent comme ayant plutôt 60 ans. Pourquoi? Parce qu'ils voient les gens de 75 ans de la génération de leurs parents et ils ne leur ressemblent pas du tout. Donc nous, si on regarde côté opérateur, mais globalement, hein, les gens qui sont peu sensibles à ce thème-là, les gens, le problème en disant, voilà, les retraités, c'est bon, c'est une maison de retraite. Mais j'ai des collègues qui raisonnent comme ça, hein, où voilà, et bien forcément, on va passer à côté de la plaque. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte les sénescences. La sénescence, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire que le vieillissement progressif du corps, pour certains, c'est la tonition, pour des autres, les yeux, pour des autres, l'arthrose, pour d'autres, peu importe, une perte de tonicité musculaire plus ou moins importante, puisque les gens sont très inégaux par rapport à ça, sauf pour la presbytie, qui touche tout le monde à peu près au même âge. Mais autrement, globalement, c'est très inégal. Et puis, il y a les maladies. Le nombre de personnes en affection longue durée, c'est une personne sur deux de plus de 75 ans. Et c'est 35% des 65-75 ans. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a du diabète et qu'on est en même temps âgé? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a une tumeur maligne? Qu'est-ce que ça veut dire les conséquences d'un traitement? Qu'est-ce que ça veut dire les conséquences d'un accident cardiaque? Et ça, on ne comprend pas. Et pourquoi on ne le comprend pas, nous? Et je suis désolé, mais je le dis un peu avec mes tripes parce qu'on s'en rend compte dans les enquêtes, c'est que globalement, la majorité des fragilités, elles ne se voient pas quand on avance en âge. Puisqu'on est dans une société où on a envie de rester en forme, on a envie de paraître aux yeux des gens plutôt comme en forme, parce qu'on est encore dans ce mouvement-là. Donc on n'a pas envie nécessairement d'embêter les autres avec ses embarras, ses tracas, ses problèmes, et on n'a pas envie d'être mis dans une case personne vulnérable. On n'a pas envie d'être comme ça, parce que si on a 75 ans, on est peut-être un ancien sportif, une championne de natation, on a peut-être fait de la musique, fait du chant, etc. Et on est toujours ça. On n'a pas nécessairement envie d'être réduit à 75, 80, 85 ans à la case personnes âgées. Et ça, c'est une vraie révolution culturelle, à mon avis, à faire chez nous. Donc, fragilité invisible, ça ne se voit pas. Deuxièmement, fragilité silencieuse, parce qu'on n'a pas envie, globalement, je suis frappé. On fait des tas de suivis avec des ethnosociologues. Les gens, globalement, disent qu'ils n'ont pas de problème, mais ils en ont quand on discute avec eux. Sauf que ça ne se dit pas. En réunion publique, on ne va pas dire « moi, je ne prends pas les transports publics », parce que dans les parkings publics, quand j'y vais en voiture, il y a des toilettes publiques. Et dans les transports publics, il n'y en a pas. Mais ça ne se dit pas en réunion. Ça se dit que quand on crée de la confiance, alors j'imagine que Madame Roras Leroy doit l'avoir dans les accompagnements, mais on a des tas d'éléments de ce type-là quand on prend le temps d'accompagner les gens. Donc comme c'est silencieux et invisible, c'est incompris et ce n'est pas pris en compte. Donc du coup, globalement, les opérateurs ont un énorme travail à faire sur eux-mêmes pour arriver à comprendre, je dirais, cette diversité de situations, cette évolution mentale qu'a eu des gens pour arriver à apporter des réponses les plus universelles possibles. Et ce n'est pas compliqué, et je rebondis sur ce qu'avait dit Madame Allais tout à l'heure, ce n'est pas compliqué puisque la majorité des solutions, elles sont universelles,
et elles ne vont pas être stigmatisantes pour des personnes, entre guillemets, qui n'ont pas envie qu'on voit qu'elles avancent en âge. Elles vont servir aussi bien à des étudiants, à des gens en horaire décalé, qu'à des familles qui vont vouloir aller au bord de la mer le week-end, etc. Et ça, je pense que c'est un élément essentiel. Mais il y a vraiment un gros travail à faire pour nous, enfin quand je dis pour nous, globalement, pour comprendre ça. Et je termine juste là-dessus. Regardez l'absence de prise en compte de la fatigabilité. On a pris en compte des fragilités visibles pour aménager les trottoirs, et ce qui est très bien, mais il n'y a pas de bancs sur les trottoirs. Il n'y a pas ces fameuses aires d'autoroute. Hein, les aires d'autoroute, on se repose. Il n'y a pas les bancs qui permettent aux gens de pouvoir reprendre leur souffle et de pouvoir marcher, d'aller plus loin. Et ça, c'est bien montrer qu'on a bien pris en compte les fragilités visibles, enfin mieux pris en compte, et dès qu'on est dans l'invisibilité, ce qui est typiquement la fatigabilité, et quelle que soit la raison, on la prend mal en compte. Enfin, à mon avis, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, mais c'est passionnant. Excusez-moi, j'ai été un peu long. On ne t'entend pas, Niels. On ne t'entend pas, Niels. Toujours pas. Merci à vous trois d'être intervenus dans cette table ronde. Elisabeth, je pense que c'est toi qui as géré les questions. Alors, j'ai eu des félicitations en quelque sorte. Pierre, dont je n'ai pas le nom de famille, mais qui a été rejoint par 2 autres participants qui je pense, s'adressent à Monsieur Charéron pour lui dire que votre analyse sur la différence de perception de la vieillesse en fonction des générations, de sa décennie de naissance est très intéressante et que donc cela fait comprendre combien l'action auprès des seniors doit être multiple. Et puis, félicitations aussi à Unicité, puisque Jean-Pierre Benoît indique que les actions du type de celle d'Unicité sont bienvenues pour prendre en compte tous les cas des personnes en perte d'autonomie qui, même si elles habitent devant un arrêt de bus, mais ne peuvent plus le prendre vu leur capacité, qui pourtant avaient l'habitude de voir du monde, de sortir, et que le fait qu'elles soient accompagnées leur permet de ne pas perdre cette habitude de marcher dehors et la confiance dans leurs capacités. Bravo. Alors, je vais prendre les questions dans leur ordre d'arrivée. Il y avait une première question de Monsieur Tréhin, donc Pierre-Yves Tréhin, pour l'Union régionale CFDT, qui demandait si l'étude a-t-elle abordé la relation entre la fréquence des utilisations de transports en commun et les niveaux de revenus ou les situations familiales? Moi, je dis qu'on a mal. Comment est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Monsieur, oui, vas-y Niels. Si je comprends bien, Elisabeth, on va prendre d'abord les questions qui ont été posées précédemment, et ensuite, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main. Si vous êtes plusieurs à lever la main, je pense qu'on va avoir un problème à savoir qui a levé la main en premier, comme à l'école. Donc, à la limite, je vais gérer, c'est pas grave. Tu vas gérer. Donc, Monsieur Lapi, pour vous répondre, je crois que c'est vous qui parliez. Si vous n'arrivez pas à poser la question dans le commentaire, je vous donnerai la parole. Niels, peux-tu répondre à la première question de Monsieur Tréhin, s'il te plaît? Merci. Alors, sur cette question, non, notre étude n'aborde pas ce sujet-là, parce que nous n'avons pas eu accès aux personnes âgées. Donc, je ne peux pas savoir personnellement si on ne l'a pas demandé, c'est compliqué de le savoir. En revanche, il y a des études qui montrent qu'en effet, alors, ce n'est pas l'usage des transports en commun, mais en tout cas, le niveau de vie et le nombre de déplacements qu'on peut réaliser par semaine, en effet, il y a une corrélation. Plus on a un niveau de vie élevé, plus on se déplace, et aussi moins on est sujet à l'immobilité. Alors, dans l'étude que j'avais regardée, c'était la question de rester immobile pendant une semaine, donc de ne pas sortir de chez soi pendant une semaine. Donc là, il y a une corrélation. Deuxième sujet sur la situation familiale, il y a une corrélation entre, pareil, le nombre de déplacements, pas forcément en transport en commun, et le fait de vivre seul ou en couple. Donc, les couples ont plus tendance à se déplacer que les personnes seules.
Merci Niels. Madame Allais, Madame Rojas-Leroy, Monsieur Charéron, n'hésitez pas à compléter si besoin la réponse de Niels. Bon, en l'occurrence, là, ça portait vraiment sur l'étude, donc je pense qu'il était le seul à pouvoir répondre précisément, mais n'hésitez pas à compléter. On avait une autre question d'Audrey Lepriol, mais à laquelle vous avez répondu, Madame Rojas-Leroy, sur est-ce que les sorties du mercredi sont proposées uniquement sur Nantes? Et effectivement, pour l'instant, c'est proposé uniquement sur Nantes. Oui, alors après, bon, c'est vrai que là, je parle vraiment par rapport à l'antenne de Nantes, où on est donc ce partenariat avec la TAN et uniquement sur Nantes Métropole, on est vraiment dans l'expérimentation. Maintenant, on a plusieurs antennes à avoir ce programme voyageur et même le programme intergénéreux, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais peut toucher aussi à la mobilité. Et là, pour le coup, à Saint-Nazaire, ma collègue est en partenariat avec la STRAN et propose aussi des temps d'utilisation des transports avec des seniors. Je sais que sur Angers aussi, il y a des partenariats. Donc, en fait, en fonction des lieux, on n'est pas encore développé dans le rural. Hein, on espère y arriver et on se le tente petit à petit. Mais en tout cas, vraiment, pour ce partenariat avec la TAN, oui, on n'est que sur du nom de métropole. Merci. Mais toute proposition est la bienvenue. Hein. Au contraire, on est là pour échanger. Dans les liens que l'on renverra avec le support PowerPoint et l'enregistrement, on remettra aussi vos contacts pour que les uns et les autres, vous puissiez prendre contact si besoin avec Unicité ou si envie de développer des projets. Monsieur Cesbron, oui, pardon. Pardon, non, juste si possible aussi, je mettrai le lien qui propose en fait les balades aussi de la TAN si c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Super, merci. Monsieur Cesbron de la communauté de communes Loire-Layon-Aubance alors pose plusieurs questions. Quelles peuvent être les réponses concrètes pour proposer une offre simple à comprendre, abordable financièrement et qui irrigue le milieu rural? Première question. Deuxième question, faut-il penser les transports essentiellement ville-campagne? Et enfin, l'irrigation des transports internes au milieu rural doit-elle être de la seule responsabilité des EPCI? Qui est-ce qui souhaite répondre pour tout ou partie à ces questions? Je peux apporter quelques éléments de réponse sans monopoliser la parole. Je pense qu'une offre effectivement simple, lisible, très peu chère, enfin voilà, il n'y a pas d'offre idéale à un moment donné. Je pense qu'il faut se le dire aussi, que le réseau de transport est aussi organisé selon une logique de flux et qu'on ne peut pas, en tout cas la puissance publique, les collectivités ne peuvent pas financer des réseaux démultipliés sur tous les territoires. C'est bien pour cela qu'on cherche à multiplier finalement les services et l'articulation entre les différents services, que ce soit le car, le transport à la demande, voire les mobilités partagées, le covoiturage, l'autopartage, des réseaux de transport solidaire, pour justement aller desservir des territoires qui présentent finalement un potentiel de fréquentation d'un transport public qui ne pourrait pas être soutenu par les collectivités. Je pense que la première chose déjà, c'est d'avoir une information fiable en fait, de savoir quelle est l'offre disponible sur le territoire. Et c'est encore malheureusement une information qu'il est parfois difficile de trouver. Parce qu'on n'a pas forcément les bons réseaux, parce qu'il n'y a pas forcément de base de données aussi unifiées sur les territoires, ou de multiples opérateurs qui ne proposent pas forcément un parcours en continuité, en tout cas aussi long que souhaiterait l'avoir la personne concernée. Donc voilà, c'est un travail qu'on appelle d'interopérabilité pour articuler les différents services. Et ça rejoint votre troisième question, monsieur, par rapport à la responsabilité des EPCI. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de responsabilité unique, même sur un territoire rural, puisqu'il faut que les différents acteurs, la communauté de communes, si c'est elle qui est compétente, mais aussi le département, mais aussi la région, apportent finalement des accompagnements convergents, complémentaires, pour cofinancer, par exemple, des itinéraires sécurisés. Enfin, on n'a pas parlé du vélo parce qu'effectivement, on est peut-être sur
la première tranche finalement d'âge du gérontopôle, mais malgré tout, je pense qu'avec l'usage des vélos à assistance électrique, on touche aussi un public de seniors qui peut retrouver cette mobilité active en fait, y compris dans les zones rurales et périurbaines. Et pour le coup, voilà, c'est des investissements qui sont en cofinancement des territoires, des départements, des régions. Et ce qu'on propose sur le transport à la demande, c'est justement un accompagnement socle au niveau régional pour mutualiser les coûts. Enfin, on a quand même une question financière qui est importante sur les transports et que les collectivités locales puissent compléter en fonction des besoins qui sont spécifiques en fait à leur territoire. Merci pour la réponse, Madame Allais. Une question de Bruno Gillet, mais aussi de Monsieur Drujon, qui s'associe à la question de Monsieur Gillet, sur plutôt un territoire urbain comme Nantes. Est-ce que la question, c'est de comment faciliter la mobilité en faisant en sorte que les personnes âgées passent de la voiture, transport largement privilégié, comme le soulignait Monsieur Jarreron, au transport en commun, compte tenu de leur actuelle inadaptation, prix, sécurité, inconfort, etc. Est-ce que c'est ça qui se joue là dans les années à venir? C'est plus une remarque qu'une question peut-être d'ailleurs. Je veux bien, même si ce n'est pas forcément moi qui ai la réponse, mais je pense qu'on est relativement d'accord sur le fait qu'en milieu urbain, la voiture a de plus en plus vocation à être moins présente, pour utiliser des termes les plus mesurés possibles. Donc forcément, l'intérêt, puis après il y a des questions aussi environnementales derrière, de qualité de l'air, etc., sur l'usage de la voiture en ville, où comme le disait Madame Allais, les flux sont forcément plus importants que dans des espaces moins denses et où donc le réseau de transport en commun est plus présent. S'il n'y a pas d'autres réponses par rapport à cette question-là, je vais donner la parole à Monsieur Pavageau. Je ne sais pas si c'est vous qui avez levé la main le premier, mais je vous donne la parole le premier. D'accord, j'interviens et je mets ma caméra. Alors, je me présente, je suis René Pavageau, je suis le vice-président du Conseil départemental métropolitain pour la citoyenneté et l'autonomie en Loire-Atlantique. Donc, les problématiques des personnes âgées, on connaît bien. Alors, première remarque, d'abord, des remerciements pour le sujet abordé, qui pour nous est très important. Nous qui sommes attachés à la qualité du parcours de vie de la personne âgée. Et pour nous, le transport, c'est un outil d'inclusion de la personne âgée dans son lieu de vie. Vous savez que de plus en plus, prioritairement, les gens souhaitent rester dans leur lieu de vie. Et l'un des écueils, l'un des fléaux qu'on rencontre, c'est l'isolement. Et les mobilités participent justement à la lutte contre l'isolement. Donc ça, je voulais le préciser. Mais je voudrais aussi dire que l'élargissement des compétences de la région, et notamment le fait que cette strate territoriale ait pris cette compétence, éloigne un peu plus l'utilisateur des transports en commun des centres de décision, alors qu'il faudrait essayer de le rapprocher, au contraire. Donc j'ai deux questions. La première, c'est à travers la multiplicité des offres de transports en commun qui sont proposées, comment établir une certaine cohérence. Ça a été un peu abordé tout à l'heure, mais je crois que on s'y perd un petit peu entre le transport urbain proposé par la Sémitan, par exemple, les transports proposés par Aléop et d'autres types de transports. À un moment, est-ce qu'il ne faudrait pas essayer de mettre un peu de cohérence et de simplifier l'information aux usagers? C'est le premier élément. Et le deuxième, on s'adresse à des publics très spécifiques. Les personnes âgées, très souvent, perdent un peu de leur mobilité. Des personnes en situation de handicap vieillissante, qu'on va mettre dans la même catégorie, ont des problèmes de handicap sensoriel. Question de l'adaptation des matériels de transport à ces personnes-là et de l'environnement. Alors, vous avez parlé tout à l'heure pour aller à un arrêt de bus. Est-ce qu'il y a des vents, par exemple, pour des personnes qui ont du mal à faire un trajet de 200 mètres? Et d'où la question suivante, comment faire participer les usagers
justement à une meilleure adaptation de ces moyens de transport. Alors, j'ai eu la chance de participer à la commission métropolitaine d'accessibilité universelle. Tout n'est pas résolu à travers ces conférences, mais il y a un certain nombre de problématiques et de préconisations qui peuvent être faites. Et ma question est la suivante: comment la région, les départements et les EPCI peuvent justement mettre en place ces outils? Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective et je pense que l'intérêt particulier peut être mis de côté pour apporter des réponses collectives. Je vous remercie. Merci pour votre question. J'apporte quelques éléments. Je laisserai aussi mes collègues de table ronde apporter des réponses. Mais c'est vrai que votre intervention est vraiment importante. Merci d'aborder cette question effectivement de la participation des usagers et de la citoyenneté, en fait, enfin, voilà, de l'ouverture des centres de décision à la population. Sur cette question, effectivement, il y a un historique et il y a plusieurs instances qui sont ouvertes aux usagers, ce qu'on appelle les comités de ligne, qui historiquement étaient plutôt des comités pour gérer l'évolution de l'offre ferroviaire, mais qui s'ouvrent maintenant aux autres modes de transport et qui sont de plus en plus sur des formats aussi dématérialisés pour permettre un accès à distance pour les usagers qui souhaitent se joindre et faire leurs observations sur l'évolution des modes de transport. Donc, bon, c'est un des éléments de réponse, mais je pense qu'il pourrait y en avoir d'autres. Et au niveau local, au niveau des intercommunalités, la loi d'orientation des mobilités nous incite à rapprocher justement les différents publics concernés, que ce soit les entreprises, que ce soit les usagers, que ce soit les gestionnaires de gare, pour qu'il y ait justement cet échange et cette intelligence collective qui s'exprime. Par rapport à votre première question sur la question de la distribution et de cette difficulté qu'on rencontre tous sur la multiplicité des opérateurs, ce qu'on cherche en tout cas, nous, à développer au niveau de la région, mais on n'est pas les seuls, les autres régions sont aussi dans cette dynamique, c'est justement un peu de s'affranchir de ces opérateurs et proposer aux différents vendeurs de titres de pouvoir émettre sur un même billet plusieurs titres des réseaux urbains ou des réseaux interrégionaux. Ça suppose techniquement, et je ne vais pas rentrer dans le détail, une mise en commun des données, un partage donc de ces informations et un accès au centre de distribution et d'émission des titres. Mais dans l'idéal, il faudrait que l'usager puisse s'affranchir presque de cette connaissance des réseaux TAN, Aléop et qui puisse simplement prendre le trajet de son domicile à sa destination. On a aujourd'hui déjà des calculateurs en fait d'itinéraires qu'on cherche justement à optimiser pour intégrer toute l'offre de transport, y compris le vélo, y compris le covoiturage, y compris le transport à la demande, pour justement proposer finalement à la personne qui va chercher à optimiser d'une façon ou d'une autre son trajet le meilleur mode de déplacement, en tout cas le plus adapté à ses besoins. Donc déjà, c'est vrai que ces calculateurs d'itinéraire permettent quand même de simplifier le trajet. Après, il y a toute la question de la distribution des titres et de l'émission des billets qui est effectivement encore aujourd'hui non résolue. Merci pour cette réponse. Monsieur Charéron, vous voulez compléter peut-être ou Niels? Non, c'était une question éminemment, je dirais, qui dépendait de la région, je dirais. Après, moi, je vais éventuellement, c'était par rapport à celle d'avant et celle-ci, un peu sur l'analyse territoriale dans le monde rural. Je veux dire, ce qui est important de constater par rapport à ce que disait Niels au départ, c'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées en nombre dans les métropoles, mais en fait, elles sont beaucoup plus nombreuses en poids dans les villes moyennes, dans les petites villes et dans les bourgs, pas dans les villages. Ça, c'est quelque chose que l'on regarde, c'est que vu des villes, on a tendance à penser le monde rural comme un point un peu unique. Et en fait, il
il y a dû avoir, parce qu'on n'a pas toutes les raisons, mais un mouvement progressif au cours des années où les gens âgés de plus de 75 ans ont quitté les villages et sont allés dans les bourgs parce qu'on va trouver le marché, la pharmacie, le kiné, l'infirmier, le cabinet médical et un certain nombre d'équipements. Et ce qui veut dire qu'on est dans un système, alors quand on dit qu'on veut rapprocher, c'est difficile parce que quelque part, on est dans un système d'articulation des bassins de vie qui sont un peu en poupée russe. C'est-à-dire qu'il y a en haut, il y a la métropole et puis il y a les bourgs en bas. Les bourgs, les petites villes, les moyennes villes, les grandes villes, la métropole. Mais en fait, le problème, c'est que les poupées russes, elles n'ont pas la même couleur de robe. Parce qu'en fait, d'un côté, il va y avoir l'ophtalmologiste, de l'autre côté, il y aura peut-être un dentiste, de l'autre côté, il y a le dentiste, mais pas la pharmacie, et ainsi de suite. Le marché, il va être un jour, et il y aura 10 étals d'un côté, et le marché dans l'autre bourg, il y aura 100 étals, dans des bourgs de 1700 habitants, quelquefois. Il va y avoir un marché avec 100 étals de l'autre côté. Donc, en fait, la mobilité telle qu'il faut la penser aujourd'hui, c'est comment elle s'articule d'une part entre les différents bourgs, entre les villages et les bourgs, et non pas seulement sur le chef-lieu de canton historique, parce que le chef-lieu de canton historique, il ne reflète plus réellement, comme dans le temps, un point unique de destination. Donc, il y a plusieurs bourgs à relier qui eux-mêmes sont à mettre en relation avec des villes moyennes et des petites villes. Et donc, c'est quelque part, malgré tout, une architecture un peu régionale qui se met en place pour comprendre cette articulation des bassins de vie. Mais c'est très frappant de voir, si vous voulez, en France, il y a des chiffres qui marquent. Il y a 6 millions de personnes de plus de 75 ans et il y a 6 millions de collégiens et de lycéens. À la louche, les courbes se sont croisées il y a quelques années et ça va aller en augmentant beaucoup. Dans les bourgs ou dans les petites villes, on est quelquefois à 2 fois plus de personnes de plus de 75 ans que de collégiens et lycéens. Donc là, il y a vraiment une problématique territoriale particulière à prendre en compte et qui n'est pas uniquement uniquement centrée sur un EPCI, mais d'un EPCI avec l'autre. Parce qu'en fait, il y a les déplacements, les motifs, ils dépassent ce que disait Mme Mallet, les frontières en fait des EPCI. Il faut fluidifier ça, il faut effacer les frontières entre modes, entre opérateurs et même entre PCI quelque part pour que ce soit fluide pour toutes les personnes. Y compris en milieu rural, pour un peu répondre à la question, il n'y a pas que les villes, il n'y a pas que la liaison ville-campagne, il y a aussi les déplacements sur ces territoires-là où vivent globalement 40% des citoyens. Petites villes, toutes petites villes, bourgs et villages. Merci Monsieur Charéron pour ce complément très intéressant. Monsieur Gillet, Monsieur André Gillet, vous souhaitiez prendre la parole. Oui, nous on est vraiment, André Gillet, président de l'Union départementale de l'accompagnement solidaire de Loire-Atlantique. Nous on est vraiment, on a parlé ce soir, c'est très bien parce que j'ai bien aimé l'intervention de Madame ou Mademoiselle Carolina qui fait un bon travail dans son secteur, c'est formidable. Nous, l'accompagnement solidaire de Loire-Atlantique, qui couvre pratiquement 75% du territoire, on travaille beaucoup dans le milieu rural, parce qu'on a beaucoup d'associations qui se sont mises en place dans le milieu rural, où que là j'avais une pleine attention pour la personne qui est intervenue avant moi, entre les bourgs, parce que les bourgs, où les médecins, ça commence un peu à vieillir et à en avoir de moins en moins. On est obligé de faire plus de kilomètres pour emmener les personnes pour consulter. Bon, c'est comme ça. Ça reviendra un jour, mais en attendant, il faut bien que les gens se soignent. Et on n'a plus de magasins dans nos petits pays. Les gens, il faut bien qu'ils s'approvisionnent. On a subi un peu le Covid. Mais la solidarité, c'est là qu'elle a fait un grand bond, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a fait un grand travail, malgré la crise. Et c'est ça que je me rends compte, parce qu'on parle beaucoup des agglomérations. Moi, je connais Ancenis, parce que je suis natif d'Ancenis. Je connais des plus gros bourgs qui sont intervenants auprès de chez nous, comme les plus grosses communes. Et on se rend compte que, malgré tout, eh bien, il y a des personnes seules. Il y a de l'isolement, même dans les villes, même à Nantes, parce que je suis en contact avec des personnes à Nantes, où il y a beaucoup de personnes seules qui n'osent pas sortir, parce qu'il y a un problème de sécurité.
Il y a un problème bon, qui est malheureusement partout aujourd'hui. Et c'est là que nous, on intervient aussi dans les associations, où on ne fait pas que du transport avec nos voitures, mais on part dans des... On a deux communautés de communes qu'on fait de l'accompagnement aussi à partir des transports en commun. Parce que, bon, ben, on est obligé de faire travailler un peu avec tout, se mettre à la portée de tout le monde. Mais quand même, la question que je voudrais poser, la première question que je voudrais poser, quand on a démarré, il y a 14 ans, 15 ans, on avait un accompagnement avec notre département de Loire-Atlantique qui nous accompagne toujours très bien. Mais comment la région pense prendre le relais? C'est la première question. J'en aurai une autre après. Et je m'adresserai un peu à Madame Allais. Oui, tout à fait. Comment la région prend le relais? En fait, la région a déjà pris le relais. D'ailleurs, elle n'a pas vraiment eu le choix. Ah oui, non, mais sans problème. En 2017, puisque, enfin, voilà, réglementairement, les transports sont passés des départements aux régions et en l'occurrence, les équipes ont été effectivement maintenues et les services ont été maintenus en l'état, en quelque sorte, en considérant que les départements avaient déjà cherché à optimiser et à améliorer en fait hein, ces transports. Aujourd'hui, effectivement, la région n'a pas vocation à répondre à toutes les problématiques, y compris celles qui sont les plus locales, parce qu'en l'occurrence, ce n'est pas notre échelle d'intervention, et puis on n'en aurait pas la capacité, ne serait-ce qu'en termes de moyens humains. Du coup, ce qu'on cherche effectivement à faire, c'est de trouver les zones de croisement, d'interface, pour qu'il y ait des rouages qui se mettent en place et pour que le service soit proposé aux usagers de façon continue et de façon mutualisée. Je pense que effectivement, un des avantages de l'échelon régional, en tout cas on le voit clairement en termes budgétaires, c'est justement notre capacité à négocier auprès d'opérateurs des coûts qui sont plus intéressants aussi pour les collectivités. Donc ce qu'on cherche à faire, et en particulier d'ailleurs sur des questions de plateformes de covoiturage, c'est de faire des partenariats comme on fait aujourd'hui avec BlaBlaLines, avec Caros, enfin, voilà, différents types d'opérateurs qui nous font en quelque sorte des offres que l'on peut proposer ensuite aux collectivités, aux usagers, à des coûts qui sont intéressants. Donc, on va chercher à diminuer globalement en fait la charge qui reste à l'usager et la charge qui reste à la collectivité. C'est une des façons justement de se poser en articulation et en harmonisation des transports. Après, enfin, voilà, la loi qui est toute récente, hein, celle de décembre 2019, pose quand même aux régions un certain nombre d'obligations, d'exigences et de responsabilités. Voilà, on est autorité organisatrice des transports au niveau régional. Derrière, effectivement, il faut assumer cette responsabilité et puis le faire en lien avec les communes et puis les intercommunalités. Donc, tout le jeu, finalement, qui se met en place, c'est cette articulation, en fait, cette mutualisation. Je vous remercie parce que de toute façon, on a confiance dans la région parce qu'on entretient des partenariats, ça se pose très bien. Et la deuxième question que je voulais poser. Alors, une question, excusez-moi, monsieur, une question si possible courte parce qu'on arrive à la fin de la conférence et on avait d'autres questions sur les commentaires. Merci. Cette semaine, j'en ai parlé avec Niels ce matin ou cet après-midi. Cette semaine, on a vu sur le journal que la région allait accompagner les déplacements, puisque nous, on est sur la vaccination. Pour les communes, on est déjà en accord avec les communes et même l'ARS pour accompagner les gens pour la vaccination. Oui, tout à fait. Et est-ce que les associations de transport solidaire vont pouvoir être rentrées dans ce lot-là que les gens vont pouvoir demander leur remboursement éventuel par la région?
Alors, j'ai eu votre message par l'intermédiaire voilà, de mes collègues aujourd'hui et j'ai votre numéro de téléphone. Je pense que je vous rappellerai demain pour en discuter merci. plus précise. Mais effectivement, ce qu'on propose de façon là, très rapide en information aussi pour les auditeurs de cette conférence, c'est la gratuité des transports régionaux parce qu'on est opérant finalement sur les transports régionaux. On ne va pas imposer par exemple à la Sémitane de rendre son transport gratuit. Mais voilà, ce qu'on propose en termes de décision régionale, c'est la gratuité de tout le réseau Aléop. Donc le TAD, le transport à la demande, le car, voilà. Mais je répondrai à votre question directement, monsieur, on s'appellera demain, j'ai vos coordonnées. Eh bien, je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Niels, il y avait une question de Geneviève Améon sur le développement d'un transport style Proxitane à la demande, étendu à des personnes qui ne sont pas porteuses de handicap mais à mobilité réduite, est-il donc qui permet d'être transporté dans un même véhicule d'un point A à un point B, est-il envisagé à l'échelle régionale? Mais moi, j'avais compris que c'était pour partie répondu sur le développement du transport à la demande, mais je te laisse répondre, Niels. Alors, je vais quand même avoir du mal à répondre à la place de la région. Enfin, si la question c'est si c'est envisagé à l'échelle régionale, moi j'en sais rien. Enfin, c'est pas à moi de répondre. Pardon, je mets mon micro. La question, c'était par rapport au transport à la demande, en fait. Est-ce qu'il est envisagé à l'échelle régionale? Oui, c'est un objectif. Après, la mise en place sera progressive puisqu'on ne fait pas les choses tout seul. Et voilà, on ne décrète pas ce genre de choses. Ça se met en place, ça se crée progressivement. Et ça se fait surtout en partenariat avec les acteurs locaux et avec les communes. Donc, c'est un objectif, effectivement, de court terme. Merci. Merci. Il y avait une remarque de Monsieur Letourneux, de Marc Letourneux, qui disait qu'il faudrait peut-être arrêter de se focaliser sur l'offre de transport aux personnes âgées, mais plutôt mettre l'accent sur l'accompagnement humain. Alors, je crois qu'on en a effectivement parlé, nécessaire pour s'approprier l'ensemble des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. L'effort, les moyens financiers sont peut-être trop orientés vers les transports en commun lourds, entre guillemets, ou les dispositifs techniques, technologiques qui ne concernent quasiment que les actifs. Les seniors ont droit, donc là on sent le militant, ont droit à leur conseiller en mobilité pour lutter contre l'isolement et la dépendance. Et je lis juste une autre remarque, et peut-être que l'un d'entre vous voudra réagir sur le commentaire de Monsieur Letourneux. Une autre remarque de Johanna Marchand, de la direction TER Pays de la Loire pour la SNCF Voyageurs, qui indique qu'à la SNCF, nous proposons un service d'assistance en gare pour accompagner les personnes à mobilité réduite jusqu'à leur place dans le train. Donc, merci d'avoir réindiqué ce service ainsi que le lien. Juste pour peut-être réagir à la remarque de Monsieur Letourneux sur les seniors ont droit à leur conseiller en mobilité pour lutter contre l'isolement et la dépendance. Alors, juste peut-être avant que les trois autres participants de la table ronde répondent, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marc Letourneux et je l'informe qu'une de nos... Enfin, la troisième conférence qu'on fera sera justement sur ce sujet de l'accompagnement à la mobilité, conférence qui aura lieu au mois de juin sur le même format. Donc là, aujourd'hui, c'était vraiment travailler sur la question des transports publics. Même si c'est écrit politique publique de transport et qu'on peut considérer que l'accompagnement était dans les politiques publiques de transport, mais vraiment l'idée qu'on avait derrière, c'était vraiment sur les transports publics, transport en commun, transport à la demande. Mais en revanche, moi, je suis tout à fait d'accord sur ce sujet de conseil en mobilité, d'apprendre la mobilité. D'ailleurs, on souligne aussi que nous n'avons pas de plateforme mobilité à destination des personnes âgées sur le territoire des Pays de la Loire, comme il en existe ailleurs, et qui finalement, de mon point de vue, en tout cas sur les plateformes de mobilité qui sont plutôt orientées sur le public jeune en insertion, et qui utilisent d'ailleurs un vocabulaire très lié, qui parle d'autonomie dans ses déplacements, et qui finalement traitent des questions qui sont relativement proches de questions que peuvent aussi se poser des personnes âgées qui simplement essayent d'apprendre à utiliser les réseaux de transport et apprendre à se déplacer, puisque ça s'apprend. Donc je souscris tout à fait dans ce que dit Marc Letourneux. Après, je pense que peut-être que Madame Allais, j'ai cru vous
vouloir réagir. Je pense peut-être aux maisons de la mobilité. Oui, en 2 mots, parce que j'ai beaucoup pris la parole, mais effectivement, les plateformes de mobilité existent, sont portées par les départements et soutenues aussi par la région et orientées vers un public en formation professionnelle, en insertion. C'est effectivement un accompagnement personnalisé qui est proposé à ces personnes et c'est un type en fait d'accompagnement qui pourrait convenir aussi aux seniors. Après, je pense que effectivement, ça fait partie des pistes de travail, des pistes de progrès. Je pense que on est collectivement prêts pour innover et puis proposer des améliorations de tous ces dispositifs. Ce sont des belles pistes de travail. Mais écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce que il y a déjà quelques personnes qui ont dû nous quitter on s'était donné jusque 19h30. Je voulais vous remercier les uns et les autres. Alors, en particulier, nos invités sur la table ronde d'avoir joué le jeu des questions-réponses, y compris avec les différents participants de la table ronde. Merci bien sûr à Nils aussi pour ta présentation. Merci à tous ceux qui ont participé et qui ont posé des questions. Il y a une remarque que je n'ai pas prise en compte, mais qui va faire finalement ma transition. Monsieur Lapie disait qu'il constatait la nécessité de créer des itinéraires piétons balisés pour les piétons, comme on l'a fait pour les vélos, et qui demandait si le Gérontopole pourrait porter ce type de demande auprès des autorités. Alors, je rappelle juste un peu notre fonctionnement. Nous sommes une association avec aujourd'hui environ 200 adhérents qui adhèrent au titre de leur organisation, de leur structure, de leur collectivité. Et donc, nous, en tant que Gérontopole, en tant que tel, on ne porte pas tout seul quoi que ce soit auprès des autorités. On le porte si, effectivement, il y a plusieurs de nos adhérents qui souhaitent qu'on travaille dans un certain sens. Et l'idée n'est pas d'aller, on va dire, réclamer auprès des autorités, mais plutôt d'être sur des propositions de solutions, des co-constructions au plus près des besoins des territoires. Donc, on ne portera pas la question ou la demande en tant que telle. Par contre, si effectivement, comme on l'envisageait, on poursuit l'étude mobilité en 2021 et 2022 peut-être sur une meilleure connaissance des besoins des personnes âgées et pour cela l'expérimentation sur un certain nombre de territoires de proximité, c'est-à-dire de communes ou de communautés de communes, de nouvelles modalités de mobilité ou en tout cas de nouveaux parfois apprentissages de la mobilité, bien peut-être et probablement que cette question des cheminements piétonniers et des itinéraires piétons balisés reviendra. Reviendra. En tout cas, on note la question et si vous êtes, Monsieur Lapie, adhérent du Gérontopole, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers nous et à creuser cette question-là. Je pense, alors je regarde rapidement les nouveaux messages. Beaucoup de commentaires élogieux, donc vous les lirez les uns et les autres. Encore merci beaucoup. La prochaine fois où nous nous retrouvons pour une conférence de ce type, c'est le 13 avril. Donc, si vous êtes inscrit à notre newsletter ou si vous surveillez l'agenda sur le site internet, vous en verrez l'annonce et vous pourrez vous inscrire pour participer à la conférence. Et dans tous les cas, comme on l'a fait pour la précédente conférence, pour tous ceux qui sont inscrits, vous recevrez un mail avec le PowerPoint, les coordonnées des différents intervenants ou les liens vers lesquels ils souhaitent que vous puissiez avoir plus d'informations. Et puis le lien sur les études de mobilité dans leur ensemble. Et quant à nous, petite équipe du Gérontopole, on reste à votre disposition, aux uns et aux autres, pour préciser, pour avancer sur telle ou telle question, si vous le souhaitez. Et effectivement, on enverra aussi, parce que je vois qu'il y a une dernière remarque, on pourra renvoyer le lien vers la précédente conférence aussi. On fera un récapitulatif de ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. En tout cas, merci beaucoup à tous et très bonne soirée.
Au revoir.